Donc on va commencer par la correction du premier dossier intitulé « Alors ça gonfle » où on vous présente un jeune homme de 31 ans qui est infirmier en hématologie et comme toujours tous les mots comptent dans un énoncé et qui est adressé par ses collègues donc d'hématologie qui craignent un petit peu la situation puisque ses joues gonflent, c'est effectivement inesthétique mais il n'y a probablement pas que ça. En outre, il a un enfant de 2 ans qui est en crèche, encore une fois tout compte, et il a une douleur vive des angles mandibulaires associée à un gonflement au niveau des joues, tout ça dans un contexte fébrile et myalgique. À la première question, on vous demande les diagnostics à évoquer dans cette présentation, il faut être systématique. Vous avez toujours au minimum 3 grandes causes à évoquer quand il y a une fièvre, qui sont des causes infectieuses, des causes inflammatoires et à la limite des causes tumorales. Dans ce type de tableau, vous avez un tableau de parotidite aiguë. Les premières causes évidemment évoquées sont les causes infectieuses et en particulier ici des causes virales, au premier rang desquelles la parotidite ourlienne, donc les oreillons, ça vous le savez tous, même si c'est un adulte, il peut avoir les oreillons. Les autres causes, il y a le VIH qui est à évoquer systématiquement et puis d'autres virus qui sont du groupe des écovirus, les Coxsackie, le parvovirus peut être évoqué éventuellement, etc. Vous avez ensuite des parotidites bactériennes, notamment les parotidites à staphylocoque qui peuvent être évoquées, éventuellement d'autres bacilles à gram négatifs d'origine de la sphère salivaire. À côté de ces causes infectieuses, vous pouvez évoquer les causes inflammatoires, notamment la sarcoïdose, qui peut donner ce genre de tableau, le syndrome de Gougerot, qui est une maladie auto-immune dont une des atteintes principales est l'atteinte des glandes salivaires et qui, paradoxalement, peut également se manifester sous la forme de syndrome lymphoprolifératif avec des gonflements des ganglions d'une manière générale, mais également des glandes salivaires et notamment des parotides. Que je vais classer également dans les causes inflammatoires, du moins la limite entre les causes inflammatoires et les causes tumorales, vous avez les lymphomes, dont les parotides peuvent être le siège. Et puis ensuite, vous avez d'autres causes tumorales qui sont les tumeurs solides parotidiennes. Une fois qu'on a vu ça, vous pouvez toujours évoquer d'autres causes dans les parotidites. Il ne faut pas oublier les causes métaboliques, mais ça va moins donner des tableaux de parotidite aiguë, puisque ce sont principalement les causes éthyliques, la dénutrition qui peut donner ça, le diabète peut donner également ça. Et enfin, vous avez des causes rarissimes comme les causes toxiques ou les intoxications médicamenteuses. Est-ce que l'éthylisme et les autres causes métaboliques peuvent vraiment donner ce tableau de parotidite aiguë? Alors, non, comme je viens de le dire, la parotidite, du moins le gonflement parotidien qu'on retrouve dans les causes métaboliques et notamment dans l'éthylisme est plutôt le fruit d'un processus évolutif chronique. Ça se situe notamment dans des contextes de déséquilibre nutritionnel avec un gonflement plutôt subaigu, chronique et souvent indolent des parotides. Est-ce le virus VIH qui est l'agent responsable de la parotidite ou bien est-ce l'immunodépression liée au VIH qui favorise l'infection par d'autres micro-organismes? Les deux, mon général. La première des choses et la cause principale de parotidomégalie dans le VIH, c'est notamment l'infiltration par des lymphocytes. C'est-à-dire que le VIH donne un déséquilibre au niveau des répartitions lymphocytaires et ça va donner un petit peu le même tableau que dans les lymphomes. Maintenant, évidemment, l'immunodépression peut faire le lit de surinfection microbienne qui peut donc donner des parotidites à ce moment-là bactériennes dans une situation d'immunodépression comme le VIH, mais c'est plutôt le VIH comme agent indirect qui est en cause dans les parotidomégalies. Et qu'est-ce que le syndrome d'Erfurt et Mikuliez ? Alors, il y a 2 syndromes qui sont, ça vous le savez, on est en France, on adore les noms propres. Il y a 2 syndromes qui sont dans les bouquins du moins et qui sont associés à des parotidomégalies. Le premier, c'est le syndrome de Erfurt que vous allez principalement retrouver dans les situations de sarcoïdose. C'est un syndrome associé donc à la sarcoïdose qui associe une parotidomégalie, une uvéite en général bilatérale et une paralysie faciale qui est en fait secondaire à l'atteinte parotidienne, le plus souvent dans un contexte fébrile. Le syndrome de Mikulix, lui, est plutôt dans le registre des lymphoproliférations. C'est un diagnostic différentiel à la fois de la sarcoïdose, de certains lymphomes, du syndrome de Gougerot. C'est en fait plutôt un mode de présentation de ces différentes maladies qui est plutôt une présentation pléiotrope et en aucun cas pathognomonique d'une des pathologies. À la deuxième question, on vous demande quels sont les éléments qui pourraient nous orienter vers une origine bactérienne devant cette parotidite et les germes les plus probables. Faut être toujours très simple. Les 2 premières choses devant une origine bactérienne, quel que soit le site, sont une fièvre aiguë et importante et la présence de frissons. Ça, c'est les 2 plus importantes. Ensuite, vous avez toujours pareil. Quelqu'un qui a une pathologie infectieuse bactérienne va souvent en aigu moins bien que quelqu'un qui a une pathologie infectieuse virale. Il va avoir un teint altéré, le début va être brutal et puis ensuite il y a une question de terrain
puisque ça va surtout survenir sur un terrain avec un mauvais état bucco-dentaire qui va faciliter la pénétration des germes de la sphère buccale. Des antécédents de lithiase salivaire également, qui vont faire le lit d'une stase salivaire et une surinfection bactérienne à ce niveau-là. Et puis, comme autre terrain qui favorise la prolifération bactérienne, le syndrome sec, quelle qu'en soit la cause, et les antécédents d'irradiation au niveau facial et donc qui peuvent également donner un syndrome sec, vont faire le lit des surinfections bactériennes. Dans la présentation clinique, c'est une présentation qui est le plus souvent unilatérale, et puis surtout, ce qu'il va falloir aller rechercher, et ça vaudrait un 0 à la question si vous ne le mettiez pas, c'est la présence de pus à l'orifice du canal de Sténon. Les germes les plus importants en fréquence ici sont principalement le staphylocoque, comme je l'ai dit à la question d'avant, et également les bacilles à Gram négatifs de la sphère salivaire, du moins de la sphère buccale. Où se situe l'orifice du canal Sténon ? Alors là, on va revenir sur les notions d'anatomie. L'orifice du canal de Sténon, c'est l'orifice du canal qui abouche de la glande parotide, que vous retrouvez à la face jugale intérieure, au niveau de la deuxième molaire supérieure en général. C'est ici qu'il va falloir aller regarder s'il y a un orifice de pus, s'il y a également un état inflammatoire. Dans d'autres situations virales, vous pouvez également retrouver d'autres signes, par exemple le signe de Köplik dans la rougeole, que vous pouvez aller retrouver également à ce niveau-là. Donc, dans cette présentation-là, à la troisième question, on vous dit de manière assez rassurante que chez cet infirmier, sa cause de parotidomégalie est l'étiologie la plus fréquente. On vous demande l'agent causal et tout un tas d'éléments qui sont des éléments de cours. Ce sont des choses que vous pouvez de plus en plus retrouver quand même maintenant dans les questions aux ECN. On vous demande de connaître des choses un petit peu plus livresques qu'il y a certaines années. Donc l'étiologie la plus fréquente, et ça vaut le coup de le citer même si c'est pas forcément coté, c'est évidemment ici les oreillons. Le virus en cause est le virus ourlien, qui fait partie de la famille des rubulavirus, qui est un virus à ARN. L'incubation a un délai d'environ 19 jours, avec des rangs qui vont entre 2 et, on va dire, un peu plus de 3 semaines, entre 15 et 24 jours. Et surtout, ce qui est important, c'est le délai attendu de contagiosité, notamment chez ce patient qui est infirmier en hématologie, qui va avoir affaire avec des patients immunodéprimés. Un délai attendu de contagiosité qui est de 9 jours, et qui correspond à la période d'éviction scolaire qu'on va retrouver chez les enfants. Enfin et surtout, à noter, même si ici ça n'était pas demandé, que la guérison spontanée est attendue en l'espace de 8 à 10 jours. À la quatrième question, on vous demande à quelles complications ce patient est exposé. Ici, il faut toujours être systématique. Quand vous avez un site siège d'une pathologie, repensez toujours aux complications loco-régionales, mais ensuite, et quelle que soit la pathologie, posez-vous la question de savoir s'il n'y a pas une complication systémique. Ici, dans la parotidite ourlienne, les complications loco-régionales vont évidemment être notamment la douleur, et puis ensuite l'extension aux autres glandes salivaires loco-régionales, donc les sous-maxillaires, les glandes salivaires sublinguales, qui peuvent être le siège d'une atteinte du virus ourlien dans environ 10% des cas. Vous pouvez également avoir de l'apparition d'adénopathie loco-régionale et des patients qui peuvent se présenter sous cette forme-là. Donc grosse parotide, adénopathie. Souvenez-vous à la première question, on a dit que dans les diagnostics différentiels, vous aviez certaines pathologies qui pouvaient s'associer à des maladies lymphoprolifératives, le syndrome de Gougerot d'un côté, et puis surtout les lymphomes d'un autre. Il faut l'avoir en arrière-pensée pour être sûr que si l'évolution n'est pas bonne, il faut savoir repenser son diagnostic. Enfin, exceptionnellement, dans les complications loco-régionales, vous pouvez avoir un œdème loco-régional et notamment un œdème supraglottique ou presternal qui peuvent apparaître. Maintenant, les oreillons, c'est également une pathologie systémique qui peuvent toucher d'autres atteintes, que ce soit des atteintes glandulaires comme d'autres organes du système immunitaire. Vous avez un organe particulier qui est relativement fréquemment touché par les oreillons et qui surtout peut donner des atteintes assez embêtantes pour le clinicien, c'est la pancréatite. À noter que dans les oreillons, la pancréatite est en général biologique, c'est-à-dire que vous allez avoir une élévation de la lipase qui va vous donner le diagnostic de pancréatite, mais qu'en général, celle-ci est asymptomatique et pas forcément grave. Les oreillons, ça peut également toucher les testicules qui sont un organe lymphoïde un petit peu particulier en soi, avec des épididymites, des orchiépididymites ourliennes qui, elles, pour le coup, vont être symptomatiques et peuvent avoir des conséquences à moyen et surtout à long terme. Si vous ne citez pas l'orchiépididymite dans les complications de la pathologie ourlienne, ça peut valoir un 0 aux ECN.
Exceptionnellement, vous avez d'autres atteintes des oreillons, une atteinte cardiaque avec notamment la myocardite. Alors là, heureusement, c'est exceptionnel. Et puis une méningite lymphocytaire qui, elle, n'est pas si rare, qui fait partie des causes de méningite lymphocytaire à ne pas forcément oublier et à avoir dans le champ diagnostic pour prévenir le laboratoire de virologie si jamais les premiers diagnostics qui vous apportent dans une situation de méningite lymphocytaire ne vous conviennent pas. Puis surtout, on n'oublie pas le risque de décès. On a dit pancréatite, méningite lymphocytaire, myocardite. Le décès dans les oreillons survient heureusement très rarement, c'est moins de 1% des cas. Néanmoins, il faut savoir l'évoquer, toujours être systématique dans vos grilles de correction. À la 5e question, on vous demande si vous devez pratiquer des examens complémentaires. La réponse tient en un seul mot, non. Quand on vous pose une question binaire, n'oubliez pas toujours de répondre soit oui, soit non. Ici, la réponse est non et ça valait 10 points. Évidemment, le diagnostic d'une parotidite ourlienne est avant tout clinique. Maintenant, à visée de confirmation diagnostique chez un patient qui fait partie d'un personnel de santé et surtout en lien avec des patients immunodéprimés, on peut toujours discuter à visée épidémiologique de confirmer un diagnostic, mais il n'y a absolument aucun consensus, si ce n'est que c'est plutôt un diagnostic clinique, et donc on ne fera, même chez lui, pas d'examen complémentaire aux ECN. À la 6e et avant-dernière question, on vous demande le traitement que vous allez proposer chez ce malade-là. Le traitement de la parotidite ourlienne est uniquement symptomatique et toujours en ambulatoire. Ce qu'il faut, c'est donner un traitement en ambulatoire, donc par voie orale, qui va associer des antalgiques, puisque la parotidite ourlienne peut faire mal, et des antipyrétiques également, antipyrétiques non anti-inflammatoires, non stéroïdiens, pour permettre de baisser la température, et puis ensuite faire une surveillance clinique, revoir le patient en consultation, et notamment le prévenir de revenir si jamais l'évolution n'est pas favorable. Il n'y a absolument aucune nécessité d'une surveillance biologique. Pourquoi les AINS sont-ils contre-indiqués en cas de parotidite ? Alors, les AINS sont contre-indiqués en cas de parotidite, notamment en cas de parotidite aiguë avec une étiologie virale ou bactérienne suspectée. Comme toujours, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, tant qu'on n'a pas la preuve que ça n'est pas une infection, on ne les utilise pas pour une seule raison, c'est que ça va majorer le risque d'infection. À la dernière question, on vous demande les mesures à prendre concernant l'enfant du patient et concernant la profession du patient. Il faut savoir déjà une chose, c'est qu'il n'y a aucune mesure obligatoire recommandée vis-à-vis de l'enfant. Donc on va partir sur des mesures de bon sens, notamment vérifier le calendrier vaccinal de votre enfant, c'est-à-dire de vérifier s'il avait bien été vacciné contre le ROR et notamment s'il avait bien eu une deuxième injection de rappel avant 24 mois. C'est de bon ton d'aller examiner l'enfant et de faire un examen clinique pour s'assurer, notamment au cours de la phase d'incubation et au terme de celle-ci, de voir s'il ne fait pas une infection. Et également, l'intérêt de cet examen clinique, c'est de voir si l'enfant lui-même n'est pas le vecteur de cette infection par les oreillons et donc s'il ne va pas pouvoir contaminer le reste de la famille. Le cas échéant, si jamais on a un doute ou surtout si on a la confirmation diagnostique chez l'enfant, il va falloir pratiquer une éviction scolaire jusqu'à 9 jours après le début de la parotidite, comme on le disait tout à l'heure, qui est la fin du délai attendu de contagiosité. Enfin, concernant la profession du patient, il va falloir pratiquer pour le coup un arrêt de travail, puisque ici, dans la situation particulière, on n'oublie pas que c'est un infirmier en hématologie en lien avec des patients immunodéprimés, jusqu'à la fin du délai de contagiosité estimé, donc jusqu'à 9 jours, pour notamment éviter le risque de transmission nosocomiale qui, pour le coup, pourrait être préjudiciable. Et enfin, on va vérifier le statut vaccinal de votre patient et des patients contacts, puisqu'on peut proposer une injection de rappel du vaccin contre les oreillons jusqu'à 48 heures après le début du contact, encore une fois, pour le sujet dans l'entourage. Et y a-t-il un traitement spécifique à introduire en cas de méningite ourlienne ? Alors, la confirmation de la méningite ourlienne est toujours difficile parce que c'est pas un virus qui va être dépisté en routine dans les laboratoires de virologie. Maintenant, dans une situation de méningite lymphocytaire, notamment sur des présentations symptomatiques, on commence toujours par mettre un antiviral, notamment un anti-herpès. Donc on va mettre les patients sous acyclovir. Dans la situation de la méningite ourlienne, la réponse est non, on n'a pas de traitement spécifique à introduire comme dans le cas des méningites à HSV ou à VZV.